Segment entrevue de la semaine. Cette semaine, on a la chance de recevoir le tout nouveau coach. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas les gens qui sont habitués de suivre le podcast. Pour eux, il n'y a pas de présentation à faire. Je vais le faire quand même. Le nouveau coach des Redbirds de McGill, l'équipe de football, Alex Surprenant. Salut, Alex. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Ça va occuper, ça va très bien. Juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais... Tu viens juste d'avoir ta première rencontre avec ta nouvelle équipe, tes gars. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu leur as dit? C'est quoi le premier feedback? Ou en tout cas, le premier feeling justement de la rencontre avec les boys? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, suite à la conférence de presse, la semaine dernière a été une semaine officieuse où, dans le fond, ma première journée officielle était seulement lundi cette semaine. Fait que, évidemment... j'ai quand même été ici 4 jours sur 5 la semaine passée. Je ne vous mentirais pas, juste pour essayer de prendre l'avance dans tout ça. Puis c'est drôle parce que la fille des ressources humaines me croisait. Elle me dit, tu sais, Alex, tu n'es pas supposé être ici. Là. C'était bien correct, super sympathique. Fait que là, je m'étais dit que je me donnais une semaine juste pour la transition, déplacer mes choses. Puis fait que lundi, en fin de journée, j'ai rencontré l'équipe pour la première fois. Puis je voulais définitivement garder ça simple. Je pense pas que c'était une occasion pour arriver avec un PowerPoint de 500 slides sur comment que je veux que ça roule ici à McGill maintenant. Donc, je leur ai parlé de changement, hein, parce qu'évidemment, quand il y a un changement d'entraîneur-chef, ça vient avec beaucoup de changements. Fait que, il va falloir que les gars soient ouverts l'esprit à ça. Après ça, je leur ai parlé de patience, parce qu'évidemment, tous ces changements-là ne se feront pas en 24 heures. À tous les jours, je me répète en me levant que Rome ne s'est pas bâti en un jour parce que moi-même, je voudrais que ça aille plus vite. Mais ce n'est pas le cas. Ça va prendre du temps, des semaines, des mois, et même plus. Fait que je leur ai demandé beaucoup de patience avec moi pour ça. Puis après ça, je leur ai parlé de trust, de confiance, parce que j'ai pas la confiance, ce n'est pas donné, ça se mérite. Puis même si je suis le nouvel entraîneur-chef, à mon avis, je dois gagner la confiance de mes nouveaux joueurs. Mais c'est un two-way street, donc eux également doivent gagner ma confiance. Puis ça va se faire graduellement, ça va prendre du temps également. Fait que ça résume pas mal les 10-15 minutes que j'ai pris avec eux. Puis on commence ça... mercredi soir, ce soir, donc, là, pour encourager notre équipe masculine de hockey là, qui reçoit, comme par hasard, Concordia en deuxième ronde des séries. Donc, on devra avoir un bon 30, 35, 40 gars de l'équipe avec moi-même là, qui vont être là ce soir pour encourager notre équipe. Excellent, excellent. Puis parlons-en, parce que là, on est rentré dans le vif du sujet, mais tu es un ancien joueur du Rouge et Or. Tu es maintenant ancien coach de Concordia. Et là, tu traverses du côté du rival naturel, les deux universités anglo de Montréal. Comment on. Oui, l'ancien joueur du Rouge et Or, je pense que ça fait un bout de temps que tu as passé l'étape de tu portes d'autres couleurs et tu fais d'autres choses que d'être un représentant du Rouge et Or, mais tu as un bagage qui vient de là, cette gang-là qui est quand même encore aujourd'hui la référence du football au Canada, d'un programme de football. Il y a quelque chose sûrement là. Tu as été à Concordia où est-ce que vous avez bâti quelque chose de vraiment le fun. En tout cas, cette année, cet automne, on a vu quelque chose d'assez impressionnant, je trouvais. Puis là, tu arrives et tu t'en vas justement l'autre bord, à McGill, chez, je ne veux pas dire l'ennemi juré, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, je ne sais pas à quel point il faut le prendre de même, mais bref, assurément un rival direct. Comment on amène ce qu'on connaît d'autres façons d'être dans justement un McGill Way qui existe déjà, une façon d'être. Il y a une culture dans McGill, dans l'organisation générale de Kim McGill. Sans que tu me dises ton pitch de vente que tu as fait à l'organisation, comment tu amènes tout ça? Comment tu as l'intention d'amener ça? Bien, c'est sûr que c'est pas la première fois que je suis entraîneur-chef. Tu ne l'as pas mentionné, mais moi, ce que j'amène ici, c'est sûr que j'ai vécu ce rôle-là pendant 6 ans de temps avec les Géants de Saint-Jean de 2013 à 2018. C'est sûr que j'arrive avec cette expérience-là, je pense qu'il m'a grandement aidé en entrevue parce que ça fait longtemps que j'ai une vision globale de ce que ça prend pour avoir du succès dans un programme de football. Donc, c'est pas
À Concordia, j'avais un rôle qui était beaucoup plus ciblé sur mon univers qui se limitait à l'attaque. Donc, pour ça, ce que j'ai appris par contre à Concordia, c'est qu'évidemment, il y a quand même des différences assez marquées entre les universités anglophones et francophones. En tant que francophone, j'ai été agréablement surpris de constater à Concordia à quel point les anciens, c'était important pour eux, leur programme de football universitaire. Il y a un sentiment d'appartenance qui est assez impressionnant au niveau universitaire anglophone. Puis là, tu vois, ça fait quelques jours seulement, puis là, j'ai comme l'impression que c'est encore beaucoup plus gros à McGill, parce qu'évidemment, là, c'est pas 50 ans d'histoire, c'est 150 ans d'histoire de football. Puis là, je te dirais que j'ai été vraiment là, saisi et agréablement surpris de voir le sentiment de fierté, la passion, l'énergie là, que je ressens en ce moment, ne serait-ce que par les anciens, que je pense que ça a été vu sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai rencontré une quinzaine d'anciens mercredi dernier lors d'un lunch organisé par Louis Duchesne, qui est président de l'agence de marketing Cossette. Puis ça a été super, puis j'ai senti de l'énergie, puis c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment encourageant, motivant. Donc voilà, puis là, je suis dans ce qu'on appelle ici, cette semaine, un onboarding week. Puis là, ce que je constate dans mes premiers jours, c'est que des ressources à McGill, il y en a beaucoup. Juste en termes de nombre, c'est impressionnant de voir le nombre de gens qui sont là pour aider. Puis tout le monde est super, super gentil avec moi, super ouvert d'esprit avec moi. Tu vois, comme hier, j'ai rencontré Julie Gardiner, qui est notre head manager pour tout ce qui est l'équipe médicale, qui ça donne que c'est une fille de Saint-Jean. Donc, on a parlé d'horaires de pratique, puis de récupération, puis on était sur la même page. Après ça, dans l'après-midi, je rencontre Stéphanie Malley, qui est en charge de nos communications. Puis on connecte sur plein de choses concernant le game experience, par exemple, l'expérience de match, je pense qu'on peut améliorer à McGill à court terme. Puis là, avant midi, là, je rencontrais Ryan Kelly, qui est en charge du fundraising, puis là, qui m'explique un peu comment tout ça fonctionne. Oui, à l'échelle provinciale, mais il ne faut pas oublier que McGill, c'est beaucoup plus large que le Québec. C'est le pays en entier, puis je te dirais même c'est l'Amérique du Nord en entier, et même au niveau football, peut-être un peu plus, mais même au niveau mondial, en ce qui a trait au côté académique. Je suis en pleine découverte là, de toutes ces choses-là. Là. C'est vraiment, mon cerveau travaille beaucoup, très, très stimulé. C'est super, super intéressant. Quand j'ai écrit mon article au début décembre, c'est pas moi qui ai annoncé, là, c'est McGill qui annonçait qu'ils mettaient fin à leur entente avec Ron Hiller, qui était là avant toi. En même temps, Daniel Méthode, le responsable des sports, me mentionnait, il y a une étude qui va être faite, on va évaluer tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a à faire, essayer d'établir un plan de 5 ans là, pour développer tout ça. Est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que, je ne sais pas si l'étude est déjà là, si vous avez déjà un début d'information qui sort de là, mais cette approche-là, cette impression-là que justement, ça va prendre que ce soit des investissements de temps, de monde, ou vraiment dans les infrastructures avec l'argent, qu'est-ce qu'il y a à faire à McGill? Puis qu'est-ce que vous voyez justement dans ce plan-là qui vient te chercher ou dans le sens où qui te motive à être là? Parce qu'il y a une vieille réputation, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est juste, ça part de rumeurs, mais bon, disons qu'il y a une façon de voir les choses où certaines personnes pensent qu'à McGill, là, on dirait que les affaires ne veulent pas bouger. J'ai l'état de dire, on veut faire bouger des choses. Comment tu as vu ça? Comment tu as reçu ça, toi? Ben écoute, je suis bien ouvert à parler de tout ça dans la mesure où, moi, même dans le processus d'entrevue, quand j'ai mis mon nom dans le chapeau, puis j'avais avisé Brad, là, c'était exploratoire, dans le sens que je n'étais pas, je leur ai dit au comité de sélection tout au long, là, moi, je n'étais pas à la recherche d'un emploi. J'étais très bien à Concordia, beau progrès comme tu as parlé, super équipe de travail là-bas, avec qui je m'entendais bien. Donc, est-ce que j'aspirais à devenir entraîneur-chef un jour? Oui, mais ce n'était pas une nécessité, je n'étais pas en manque de pouvoir ou obsédé par ça du tout. Donc, moi, dans le fond, la clé, c'est que
après, le lendemain de la deuxième entrevue, quand ils m'ont appelé pour m'informer qu'ils m'avaient choisi, je lui ai dit, attendez une minute, là, moi, là, vous m'avez posé des questions pendant 2 entrevues, là, c'est à mon tour. Là. Moi, je veux une rencontre avec Daniel Méthode pour savoir répondre à mes questions. Puis, le mercredi après-midi, on s'est rencontrés pendant 2 heures de temps dans le centre-ville. Puis ça a été vraiment, pour moi, l'élément clé qui a soigné vraiment mon intérêt à savoir, OK, oui, là, je me vois définitivement prendre ce défi-là qui est immense. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des affaires qui vont se faire plus vite que d'autres, qui sont plus faciles à changer que d'autres. Le mur derrière moi, tout le secteur football est repeinturé cette semaine. Il va y avoir du nouveau mobilier partout. On aménage des bureaux différemment pour notre personnel d'entraîneur, ce qui va être supérieur à ce qu'il y avait dans le passé. Donc, il y a des choses qui se font quand même relativement facilement, des choses qui vont prendre plus de temps. Mais moi, je peux te dire que dans cette rencontre-là avec Daniel, le budget global, sans rentrer dans le détail, je peux dire qu'il est à la hausse. Ça m'a agréablement surpris des montants qu'on a parlé. Donc, je sais que j'ai une marge de manœuvre intéressante pour travailler. J'ai rapidement senti avec Daniel une connexion dans la mesure où c'est facile comme administrateur d'institution, d'enseignement, d'être plus sur le pilote automatique puis d'être tout le temps en faveur du statu quo. Puis dans ma vie, que ce soit dans les institutions que j'ai connues ou d'autres par la bande, on entend toutes sortes d'histoires là-dessus. Puis des fois, ça va beaucoup être plus souvent non que oui. Mais là, en rencontrant Daniel, j'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt à changer les choses. Puis qu'il me parlait déjà de certains moves qui avaient été faits, d'autres qui étaient en train de faire, d'autres qui s'en viennent. Où là, j'étais comme, OK, lui, il pense comme moi, il veut avoir du succès, il veut que ça fonctionne. Fait que ça, comme je dis, ça a été vraiment un élément clé, puis sans parler également de toute je vais dire le mot puissance du réseau des anciens, qui est vraiment fascinant, puis je me serais attendu à avoir à travailler fort pour bâtir ça. Puis là, sans dire qu'il n'y a rien de facile, c'est que là, déjà là, sans que j'aille lever le petit doigt, mercredi dernier, j'étais avec une quinzaine d'anciens qui veulent que ça fonctionne, qui veulent donner de l'argent, qui me disent « Alex, peu importe ce que tu as besoin, dis-nous-le. S'il vous manque quelque chose, on va être là pour vous aider. » Puis je me dois de nommer Vincent Gagné, là, qui était un des joueurs de 1987 qui a gagné la Coupe Vanier, qui est un gars là, vraiment dédié au programme, on se texte à tous les jours, puis là, lui me permet au niveau quotidien d'appeler un gars de Toronto qui a été carrière dans les années 70, qui s'est éloigné un peu du programme les dernières années, puis là, matin, j'étais avec Robin Bélanger, qui est une légende de Trois-Rivières, qui est un carrière qui a joué ensuite une carrière professionnelle, donc lui, il veut aider. Donc, des noms comme ça, là, ça s'ajoute là, sans même que moi, j'ai eu vraiment à mettre beaucoup d'efforts là-dedans parce que on sent, comme j'ai dit, une énergie là, vraiment nouvelle, puis les gars sont motivés à ce que ça fonctionne. C'est super le fun pour moi. C'est des excellentes nouvelles, parce qu'il y en a, de t'entendre parler comme ça, en tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui ont été sceptiques jusqu'à maintenant, qui attendent quelque chose qui vont au moins avoir l'ouverture d'esprit de se dire, ouais, OK, finalement, peut-être qu'effectivement, McGill va faire ce qui est la bonne chose pour aller vers le succès, parce que de l'extérieur, le monde s'arrête au volet football beaucoup. C'est la partie que tu gères, mais évidemment, comme tu as expliqué, il y a d'autres choses que des X et des O quand tu es entraîneur-chef. C'est sûr. Fait que bref, on a, je trouve en tout cas, ce que tu apportes est très positif, c'est encourageant. Maintenant, par contre, ça va te prendre des coordonnateurs, ça va te prendre des coachs. Est-ce que le processus est entamé? Est-ce que les gars qui sont déjà en place ont déjà des postes établis pour eux? Tu peux peut-être pas tout répondre, je ne le sais pas, mais surtout le processus là, pour trouver des coordonnateurs. Est-ce que c'est en route tout ça? Oui, bon, ben dans le fond, un de mes objectifs aussi à travers, là, je dirais, les 30 premiers jours, là, c'est que je voulais rapidement m'asseoir avec chacun des assistants entraîneurs, évidemment, restants, qui sont ici aujourd'hui dans le bureau, puis qui donnent du temps au programme. Parce qu'évidemment, là, c'est sûr qu'on a l'opportunité de recommencer un peu à zéro. Fait que, en ce moment, on est en réévaluation de tout ça. Donc, j'ai rencontré tous les assistants moi, déjà pour
savoir, bon, hey, toi, là, ça fait combien de temps que tu es ici? C'était quoi ton rôle dans le passé? À quoi tu aspires dans le futur? Donc, ça a été vraiment les 3 questions principales que j'ai posées à tout le monde. Puis ensuite, j'ai également expliqué qu'évidemment, on rentre dans un processus d'embauche de coordonnateur. Donc, comme vous l'avez vu sur l'affichage, probablement, et je pense qu'il reste encore quelques jours de mémoire à l'affichage. Puis après ça, on va tomber en processus d'entrevue. Donc, évidemment, suite à ça, va après ça être décliné le reste du coaching staff. Fait que, on en a encore pour quelques semaines probablement à figurer tout ça et à compléter un coaching staff. Je sais qu'il est relativement tard, mais en même temps, il est tôt dans la mesure où 2024 ne sera pas la finalité de ce programme-là. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, on veut faire les choses de la bonne façon. Fait que c'est ça qu'on fait. On ramasse des CV en ce moment, on regarde des candidatures, on va rencontrer des candidats en entrevue, puis on va continuer à partir de là. Bon, tu étais un coordonnateur de l'attaque à Concordia. À quel point tu vas vouloir garder une mainmise sur l'attaque? Est-ce que ton coordonnateur va être un co-coordonnateur ou parce que je comprends qu'en défensive, j'imagine en tout cas que tu vas mettre ça entre les mains de quelqu'un. Est-ce qu'en attaque, tu vas faire pareil puis tu vas vraiment overview, superviser tout ça puis avoir ça à plus haut niveau ou vraiment tu vas vouloir avoir les mains dans l'attaque là, à cause que tu vas tout plus longtemps? C'est une bonne question. Puis, tu sais, il y a une trappe, il y a un danger pour moi là-dedans parce que, tu sais, évidemment, tout ce que je faisais à Concordia dans une année complète comme coordonnateur offensif, je ne peux pas faire ça à McGill en ajoutant les tâches de coach en chef. Si je fais ça, je vais être en dépression dans un mois, dans un an. Tu sais. Donc, ceci étant dit, par contre, il y a plein de modèles, puis c'est drôle que tu poses cette question-là parce que ça a été, moi, j'ai amené ça comme point en entrevue parce que pour moi, ça faisait partie de mes non négociables, où je pense que dans la dernière décennie, j'ai fait un bon travail du côté offensif. Je pense que ce soit collégial Division 2, collégial Division 1, football universitaire, on a brisé des records dans les 3 ligues, on a gagné des prix majeurs dans toutes les ligues. Fait que offensivement, je sais que j'ai une recette qui est intéressante. Fait que mon idée pour l'instant, est d'embaucher un coordonnateur offensif qui va rouler mon système. Puis à partir de là, je veux garder le play calling, donc les appels de jeu là, lors des matchs. Modèle, comme j'ai expliqué devant le comité de sélection, qui est adopté dans une innombrable quantité d'équipes dans la NCAA, dans la NFL. Puis, tu sais, on regarde les 2 équipes au Super Bowl, c'est drôle. C'est 2 gars qui font ça. Tu sais, Andy Reid, Kyle Shanahan, qui sont des coachs en chef qui calent leur attaque. Jason Moss, tu sais, avec les Alouettes de Montréal et Anthony Calvillo, c'est un autre excellent exemple. Donc, tu sais, à partir de là, comme je dis, il faut que j'évite de mettre trop de temps dans l'attaque. Donc, ça me prend quelqu'un en qui je vais pouvoir avoir confiance, qui va faire le gros de la job de bras, comme l'expression dit. Tu sais. Mais à partir de là, c'est sûr que je vais avoir un peu plus tout le temps les yeux du côté offensif en ce qui a trait à la préparation des matchs, puisque c'est ce que je pense que je peux amener sur la table qui va aider notre programme. Là, je suis en train de me demander dans quel ordre je te pose la question. Je vais y aller avec qu'est-ce que tu as actuellement, qu'est-ce que tu as observé, parce que je veux pas, tu as coaché contre. À côté, tu as vu ces joueurs-là. Il y en a probablement que tu as essayé de recruter qui ont décidé d'aller à McGill ou au lieu d'aller à Concordia, peu importe dans le passé. Mais tu sais, je pense tout de suite à Éloi Latendresse-Réginval. Je pense à une ligne à l'attaque qui était très, très plus que potable cette année. Un jeu au sol solide, en tout cas qui a donné des bons chiffres, que ce soit grâce à Éloi ou pas. À la fin, tu as des joueurs qui ont été capables de le faire là-dedans. Tu as une attaque intéressante, là, je trouve qu'il y a des choses. C'est quoi pour toi là, qui rapidement est force et peut-être enjeu à adresser rapidement au niveau de ce que tu as entre les mains? C'est sûr. Bon, évidemment, je pense que comme tu l'as mentionné, Elora, c'est une force. Il y a 2 saisons de jouer seulement. Donc, potentiellement, il en reste 2 ou 3. Donc, c'est un gars qui amène une dimension vraiment intéressante dans ce que je fais offensivement. C'est un bras canon, c'est un cheval de course à la fois en même temps. Donc, c'est vraiment super le fun ce qu'on va pouvoir faire avec ce gars-là dans le futur. Comme tu as bien mentionné aussi, au niveau de la ligne offensive, c'est un groupe qui était pas mal à maturité
selon ma connaissance actuelle, après quelques jours seulement au bureau. Bon, maintenant, est-ce que qui va revenir là-dedans? Qui va quitter là-dedans? Tu sais, je sais qu'on a Michael qui est éligible pour le draft de la CFL. Tu sais, faut que je m'assoie avec lui, voir pour son futur, etc. Donc, tu sais, ça reste encore à déterminer. Receveur de passe, je sais que Darius Simmons a l'intention aussi de s'essayer pour la Ligue canadienne. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Donc, tu sais, c'est encore un peu difficile pour moi de répondre en précision avec ta question. Porteur de ballon, un gars comme Ciccarello, une bonne saison, Jeffrey. Donc, il y a des gars là, puis j'apprends à connaître. Là, parce qu'en ce moment, là, je ne mentirais pas que mon plus grand défi, c'est qu'à tous les jours, j'ai dû serrer 250 mains dans la dernière semaine. Si je connais 12 noms, je connais plus le numéro, surtout les joueurs défensifs, je connais le numéro par cœur, mais leur face, je ne suis pas rendu là encore. Fait que, ce qui m'amène au côté défensif du ballon, où encore une fois, il va y avoir beaucoup d'évaluations à faire là-dedans. Fait que qui revient, qui est éligible, etc. Fait que, au niveau du roster en ce moment, on a probablement un nombre qui est légèrement inférieur à nos compétiteurs dans le reste de la Ligue. Je pense qu'on a à peu près entre 85 et 90 joueurs en ce moment, alors que je sais qu'il y a des programmes qui sont à 105, 110, donc des rosters très, 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 très profonds. Donc, c'est sûr qu'en même temps, tant mieux, parce que ça nous permettra d'offrir des opportunités probablement plus intéressantes pour les recrues pour 2024, pour ce qui reste du recrutement, puis pour 2025 et le futur. Donc, on verra pour ça. Puis allons-y justement vers le recrutement. Là. Il y a les gars qui étaient en poste en attendant que tu arrives ont quand même fait un travail. Ça en a même surpris plusieurs d'avoir des noms rentrés à McGill. J'aime rappeler que les gens qui vont à l'école vont d'abord à l'école. Fait que oui, choisir McGill, puis c'est pas parce que je fais la promotion de McGill plus que d'un autre, mais c'est connu à travers l'Amérique du Nord, tu en as parlé tantôt. McGill, c'est prestigieux, puis c'est pas pour rien. Il y a une reconnaissance académique de très, très, très haut niveau. C'est prestigieux, mais c'est difficile pour le recrutement. Ça a été dit, puis c'est assez, je pense que c'est une évidence. Je veux pas. Les joueurs qui ont en bas de tel niveau scolaire, tel niveau académique, ne peuvent même pas rentrer. Comment, toi, tu regardes ça et tu dis, comment tu peux adresser cette affaire-là, sachant que ton bassin n'est peut-être pas le 100% que les autres peuvent avoir, à cause justement de ces exigences académiques-là, comment tu adresses ça? Puis comment tu veux justement t'assurer que hey, tu es un très, très bon élève du jeu au football. Non, va pas ailleurs, c'est à McGill, faut que tu viennes. Bref, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans que toi, tu vas aller chercher. Comment tu vas faire pour t'attaquer à ce côté-là? Bon, tu vois, ça a fait aussi partie de mon pitch de vente dans mes entrevues, où moi, je considère qu'une institution aussi prestigieuse au niveau académique, c'est une force, mais comme tu as dit, ça peut être une faiblesse aussi. Okay? Donc, c'est sûr que si on se concentrait, par exemple, juste sur le recrutement au Québec, c'est un peu comme à Concordia dans les 5 dernières années, on a vraiment focusé sur le Québec. C'était définitivement le plan de match de coach Collinson. Il y a des limites dans ce qu'on peut faire parce qu'effectivement, on doit perdre probablement, je vais dire un chiffre au hasard, 50-60% des joueurs qui n'ont pas nécessairement les notes pour rentrer ici. Fait que ça amène une stratégie qui doit être plus que provinciale. Ça veut dire c'est juste 50-60% des joueurs? Entre nous autres, là, c'est quand même élevé. Je pense que oui, parce que c'est sûr qu'il y a des programmes vraiment difficiles d'accès. Notre faculté de business des hôtels qui est incroyable, qui nécessite comme un genre de 29,5 de quotaire. C'est beaucoup plus que ce qui est offert dans d'autres universités. Mais en même temps, ça vient avec le prestige. Si tu as la chance, par contre, de rentrer dans cette faculté de business-là, tu as un futur qui va être brillant. Mais tu as des programmes comme éducation physique qui demandent 24 de quotaire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même une espèce de gros jeu là-dedans. Puis, éducation physique, s'il y a bien un programme qui est populaire au niveau des étudiants athlètes, c'est ça. Puis, j'étais donc fâché de ne pas l'avoir pendant 50 ans à Concordia. Je me suis fait dire souvent coach, désolé, mais je veux être prof d'éduc. Fait que je suis plus qu'enjoué d'avoir cette nouvelle carte dans ma main. Donc, c'est sûr, au niveau de la diversité des programmes, il y a tout à McGill, ça c'est intéressant. Fait que c'est ça, fait que ça prend un recrutement. Quand je vais m'adresser aux entraîneurs, chefs collégiaux dans les futures semaines, c'est sûr que la première question, c'est de savoir c'est quoi sa quotaire, puis dans quoi il veut étudier.
Puis là, c'est certain qu'on va éliminer une partie des athlètes. Bon, dans le passé, il y a des choses qui ont été faites avec notamment la formation continue, ces choses-là. Ça, l'université veut se distancer de ça. Donc, ce que moi j'ai présenté dans l'entrevue, c'est que je veux qu'on soit à la recherche de ce qu'on pourrait appeler des typiques joueurs de McGill ou étudiants de McGill, donc des gars qui sont capables de combiner de l'excellence, oui, sur le terrain, mais à l'école, et ça, c'est essentiel. Fait que pour être capable de faire ça, d'avoir un nombre suffisant de recrues à chaque année, ben, ça va prendre la capacité d'avoir un plan au niveau national. Ça va même éventuellement être un plan au niveau américain dans notre recrutement. Parce que notre grand avantage, si tu parles à un kid à Vancouver ou même aux États-Unis, il va savoir c'est quoi qui est écrit ici. Il va le savoir. Et puis, il va savoir c'est quoi. Puis, les Américains, des fois, s'amusent à nous appeler le Harvard du Canada. Donc, c'est l'expression, ça a l'air. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est une carte qui est super intéressante pour nous, mais c'est à moi d'adapter le plan de recrutement différent. Si j'arrive avec ce qu'on faisait à Concordia et je l'amène ici, ça ne marchera pas parce que je ne ramasserai pas assez de joueurs à chaque année. Donc, ça prend un plan provincial, ça prend un plan national, ça prend un plan américain. Puis j'ai déjà commencé à parler à des anciens, comme je te disais, j'avais au téléphone un gars de Toronto, carrière des années 70, avant-hier, si je me rappelle bien, qui est comme « Hey, on veut des nouvelles de McGill, on veut vous voir plus souvent. » Puis j'ai commencé à envoyer des courriels aux responsables d'associations aussi, des écoles secondaires ontariennes notamment. Puis je reçois, honnêtement, ce qui m'étonne le plus, c'est que je reçois une réponse hyper positive comme « Hey, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas envoyé des athlètes à McGill. Oui, bonne nouvelle, let's go, on est content d'entendre de vos nouvelles. » Encore une fois, sans avoir eu à travailler des semaines et des semaines pour ça, j'ai déjà du feedback positif des gens qui savent automatiquement c'est quoi McGill, puis évidemment tout le prestige qui vient avec ça. Là, c'est relativement neuf. Tu es encore en train de trouver tes coordonnateurs puis ton coaching staff, organiser ça. Mais ça reste qu'au niveau du recrutement pour cette année, tu l'as dit, c'est pas une finalité 2024, puis ça prendrait quelqu'un qui est un petit peu à côté de la traque pour penser d'évaluer tout de suite le succès que tu vas amener avec cette année. Tant mieux si ça marche, mais en tout cas, il faut laisser le temps aux choses d'arriver. Là. Ça reste il doit rester 2, 3, 4 gars par-ci par-là qui sont des gars que vous essayez d'accrocher. Que tu as peut-être vu quand tu étais à Concordia, que tu le sais qu'ils sont encore libres. Peut-être des gars que tu t'es fait donner des noms par les coachs qui sont sur place à McGill. À quel point tu es impliqué, là, puis que tu penses que justement, il y a une couple de gars là, qui pourraient annoncer leur arrivée en rouge prochainement? Au Québec, c'est pas mal terminé. Il n'y a pas beaucoup de cas au Québec en ce moment sur lesquels on travaille. Il y a des cas, par contre, au niveau du reste du Canada et aussi aux États-Unis. Puis des gars que je trouve intéressants sur film. Donc, on est en train de regarder ça justement avec les admissions. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut que je nomme l'avantage d'avoir un gars comme David Lessard qui travaille maintenant au niveau des admissions. Son mandat étant de faciliter, d'encadrer et de guider les étudiants athlètes et les entraîneurs au niveau du processus d'admission à McGill. Donc ça, c'est vraiment un avantage indéniable. Je parle à David à tous les jours. Donc je suis content d'avoir un gars de foot dans le building qui est là pour nous aider là-dessus. Fait que, quelques Canadiens, quelques Américains à qui on parle encore en ce moment. Ça risque de... Puis ça, je vais saluer le travail là, de Dave Dufresne, de UC Pierre, de Ted Karabatsos, de Khalid Hicks là, qui met du temps en ce moment dans le recrutement, alors que moi, j'ai mes meetings de onboarding week. Là, donc, c'est ça. Fait il y a encore probablement quelques annonces à faire d'ici la fin officielle là, du recrutement 2024. Puis là, camp de printemps qui arrive plus tôt que tard. Ouais. Comment on fait pour préparer ça? Est-ce que tu es capable de déjà préparer des choses ou en ce moment, justement, à cause du onboarding, à cause de tout, tu te fies pas mal sur les gars qui sont sur place en ce moment? Oui, bien écoute, on va essayer de... le staff va être embauché avant le camp de printemps qui devrait se dérouler. Je dis devrait, là, ça reste à confirmer encore cette semaine pour moi, mais ça devrait se dérouler du 1er mai au 5 mai. Donc, ça va être un camp qui va être assez court, assez humble. Puis je pense que dans les circonstances, on n'a comme pas même le choix, le temps de s'installer. Là, donc, mais en même temps, ça va être une belle
ça va être une belle intégration à des nouveaux systèmes de jeu pour l'ensemble des joueurs, que ce soit à l'attaque, à la défensive ou sur les unités spéciales. Donc, même si ça ne sera peut-être pas le camp de printemps le plus efficace de l'histoire, au moins, ça va déjà être un premier pas dans la nouvelle direction qu'on va prendre au niveau des stratégies. Excellent. Écoute, Alex Surprenant, un gros merci, premièrement. Deuxièmement, félicitations. Je suis très content pour toi, très content pour toi. Un parcours, tu en as parlé un peu, mais du succès, il y a eu en masse de succès un peu partout là, dans tout ton parcours. J'espère que tu vas amener ce succès-là à McGill. J'espère que le succès de McGill va se passer dans le RSEQ aussi. Je sais que c'est ce qui a été dit, mais c'est une affaire qui... on le sait, là, le RSEQ, en tant que groupe, ça reste 5 équipes. C'est fragile. Il ne faudrait pas qu'une équipe quitte ou décide d'aller ailleurs. Fait que j'espère que tout va se passer là. Je te souhaite le meilleur succès du monde. Puis évidemment, on aura l'occasion de se reparler. Puis on va assurément suivre ça de très proche, comme on fait à chaque année bulletin sportif. Mais écoute, très content pour toi. Félicitations encore. Puis à très bientôt, mon cher. Merci beaucoup, Philippe. Super apprécié. Salut.